Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel exercice. Ça va être la continuité de la vidéo précédente sur un contrepoint un peu plus historique de la Renaissance. En fait, c'est vrai que quand on dit de la Renaissance, ça veut tout et rien dire puisque c'est une période très vaste avec plusieurs styles de musique, mais en tout cas, ce ne sont pas les règles de Fuchs qu'on a vues sur la chaîne déjà, mais plutôt un style différent. On va faire encore deux notes contre une, donc des blanches contre des rondes. Et ça va être des règles un petit peu différentes. On ne va pas utiliser de broderie ni de notes de passage en dissonance, mais on va utiliser que des consonances. Comme on l'a fait dans la vidéo précédente, je vous invite d'ailleurs à aller la regarder. Comme dans l'exercice précédent, on utilise aussi des clés un petit peu exotiques. La clé de d'ut quatrième pour le cantus firmus, qui est la clé du ténor, et la clé d'ut troisième, la clé de l'alto. Donc on va faire un contrepoint alto-ténor. Encore une fois, si le sujet vous intéresse, je vous invite à mettre un pouce vers le haut sur la vidéo, un petit commentaire, partagez la vidéo. N'hésitez pas à rejoindre la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre, donc souscrire, et comme ça vous aurez vos exercices corrigés, éventuellement en vidéo si vous le voulez. Vous pouvez aussi rejoindre le canal Telegram, dont le lien se trouve dans la description. Allez, on y va. Je vous rappelle brièvement les règles. Les consonances sont les tierces, les quintes, les octaves, les sixtes. Donc on évite tout ce qui va être quarte, seconde, septième, évidemment quinte diminuée, etc. Évidemment quand je dis tierce, quinte, la dixième qui est la tierce redoublée, c'est aussi une consonance. La douzième qui est la quinte redoublée, pareil. La quinzième et la treizième sont des consonances de notre point de vue. En fait, peu importe l'octave vraiment qu'on prend, ça reste des consonances. Évidemment, la règle première, la plus importante, c'est éviter tout ce qui va être quinte parallèle et octave parallèle. Les quintes directes, c'est-à-dire on n'arrive pas sur une quinte par un mouvement avec les deux voix vers le bas ou les deux voix vers le haut, idem pour l'octave. On évite l'enchaînement sixte mineur octave. L'octave, on y arrive par une sixte majeure. Je refais un exemple. Si j'ai si, sol, la, la, là j'ai une sixte mineure qui donne une octave et on entend un ton qui va vers l'octave. Je rejoue. Et ça, cet enchaînement est plutôt à éviter dans ce style. On préférera une tierce majeure. Donc, par exemple, fa, ré, non, si, fa, ré, mi, mi. Pourquoi? Parce qu'il y a un demi-ton qui descend sur fa, mi. Donc sixte majeur, octave. Voilà, ça c'est la petite spécificité de ce style. On fait... oui, on évite les octaves sur le temps, donc sur la note, et on évite les sixtes majeurs sur la note. Voilà pour les règles. Normalement, c'est tout, à moins que j'en ai oublié. Oui, évidemment, on répète pas la note. On répète, on a le droit de répéter que lorsque la première note tombe sur la levée. Si je fais Do ici et que je rejoue un Do sur le temps, j'ai le droit. Si c'est le contraire, je ne peux pas. Si je fais Do en même temps que la note, puis Do sur la levée, ça, non. Ah, mais il faut pratiquer, surtout, vous le verrez en pratique. Alors, je vais effacer tout ça pour plus de clarté. Vous avez vu que j'ai aussi écrit les syllabes donc d'ancien solfège, la solmisation Renaissance. On va chanter le cantus. Ut, ré, fa, mi, fa, sol, fa. On a une cadence ici sur sol, fa. Évidemment, en solfège moderne, on chanterait fa, sol, si bémol, la, si, do, si. Mais je vous rappelle qu'à la Renaissance, la syllabe si n'existe pas et que tous les demi-tons se chantent fa. Donc quand on a un bémol ici, on sait qu'ici, ce sera le fa.
avec ce système, tous les demi-tons sont chantés mi-fa. Et le do est mobile. Voilà. Vous inquiétez pas, encore une fois, c'est pas essentiel pour comprendre le principe du contrepoint, mais c'est bien de se familiariser avec ce système quand on veut vraiment rentrer historiquement dans la musique de la Renaissance, parce que c'est comme ça qu'ils pensaient. Et puisque c'est comme ça qu'ils pensaient, dans l'analyse, après des pièces Renaissance, ça va nous ouvrir énormément de portes de compréhension. Pourquoi telle mélodie, pourquoi tel canon, pourquoi tels intervalles, tout simplement pour respecter les syllabes de solmisation. Donc on verra ça plus tard, de toute façon. Commençons le contrepoint à proprement parler. Donc je vais commencer sur l'octave, Fa, octave. On peut commencer sur l'octave, bien sûr, au début, et on peut terminer dessus, mais on évite l'octave sur le temps à l'intérieur du contrepoint, parce que c'est très statique. Là, je peux monter, par exemple, et arriver sur une dixième, qui est une consonance. Je peux monter ensuite sur le si bémol, sur le fa, et faire 2 dixièmes, c'est-à-dire 2 tierces en fait parallèles. Je vous joue ça. Ça marche très bien. Ensuite, comme je peux faire que des consonances, je suis assez limité avec les blanches. Je peux descendre sur à nouveau sur le La. Oula, pardon. Je me suis trompé dans l'écriture, voilà. Hop. Sol. Voilà, je rejoue. Et descendre sur l'octave. Mais vous voyez que comme je suis sur la levée du temps, l'octave, ça marche. Ensuite, je peux descendre pour avoir une quinte. Je descends sur Fa, avec le Si bémol, ça fait une quinte. Et puis par exemple, descendre sur Ré. Pour remonter ensuite sur Fa et avoir une sixte. Je peux aussi descendre sur Do pour arriver sur la tierce et monter ensuite sur une tierce parallèle. Je vais jouer tout ce qu'on a fait. C'est assez rare dans la musique réelle de la Renaissance d'avoir que des blanches contre des rondes. En fait, dans la musique en général, on a une variété de rythmes, les blanches, les noires, les rondes, les croches même. Et donc là, comme c'est un petit exercice, c'est assez rébarbatif et c'est assez limitant, ce qui nous oblige à avoir des sauts peut-être un petit peu trop par rapport à ce qu'on devrait faire. Mais encore une fois, quand on a de la musique réelle, quand on va composer un contrepoint à deux voix, comme on pourra mettre des noirs, on pourra mettre des notes de passage, et on aura un chant de manière... un chant qui sera beaucoup plus conjoint, et donc beaucoup plus chantable. Et là, par exemple, descendre sur Si. Sur l'unisson, vous voyez que c'est, encore une fois, sur une levée, donc c'est pas gênant. Et là, une syncope, je vais faire une liaison, ce qui fait que ma voix du bas, mon ténor, Si, Do, va descendre, enfin monter au-dessus de la voix d'alto, donc je vais avoir un croisement. Je mets -2 pour dire que, en fait, on descend d'une seconde entre le Do qui est ici et le Si bémol qui est là. C'est autorisé vraiment dans le cas d'une cadence, ça s'appelle une suspension, et il y en a tout le temps dans les cadences, dans la musique Renaissance, c'est pour ça que même dans cet exercice-là, je le fais. Cette suspension doit être résolue, donc on va descendre, ce qui va faire une tierce en dessous,
Et pour finir, à l'unisson, sur si bémol. Et voilà mon petit contrepoint, on va le jouer. Dans la musique Renaissance, on a souvent des croisements entre les voix, il ne faut pas s'inquiéter. Surtout que là, comme on a une cadence sur, le si bémol, on doit terminer sur l'unisson ou l'octave. On aurait pu terminer là-haut, mais c'est très souvent le cas qu'on termine sur l'unisson et qu'on ait des petits croisements, c'est pas du tout gênant. L'important avec les croisements, c'est de les limiter pour éviter qu'on perde complètement la notion des voix. Vous voyez, là, s'il y a 2 croisements, c'est pas du tout choquant et on retrouve ça vraiment dans tellement d'exemples que on peut s'autoriser ça dans les exercices. Voilà, je vais rejouer. Peut-être un petit peu plus fort. Je vais jouer peut-être une octave en dessous le ténor pour entendre bien. Et nous voilà avec un contrepoint qui va sonner vraiment dans le style de la Renaissance, avec un mouvement assez conjoint, des sauts qui sont quand même assez faisables, et notre fameuse cadence avec la suspension qui est résolue, la dissonance qui est résolue sur la consonance. Et voilà pour cette petite vidéo, j'espère que vous l'aurez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à m'envoyer vos exercices sur le canal Telegram. Faites-le aussi, ça peut être intéressant. N'hésitez pas à regarder plusieurs fois la vidéo, n'hésitez pas aussi à bien mémoriser les petites règles de contrepoint, qui sont un petit peu différentes de celles des contrepoints d'espèces de Fuchs. Mais bon, ça c'est vraiment le niveau au-dessus, et ce qui nous permet aussi de pratiquer le style historique avec les clés, avec les syllabes de solmisation. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de mettre de penser aux syllabes. On sait qu'on va terminer ici, donc sur le si bémol, qui va être chanté Fa, Mi, Fa. Je vous rappelle, comme on a un bémol, que le Do peut être ici, ou bien ici. Sur Do ou sur Fa. Donc là, on va avoir Do, donc ut, mi, fa, ré. Et là, en fait, comme on va devoir descendre, ré, out. On va pas faire ré, out, mais on va faire une mutation. On va changer de do et on va considérer que le do est là. Donc on va chanter fa, sol, fa, ré, fa, do. Et là, on va pareil, comme on voit qu'on descend, on va changer de do et on va le passer ici. On va chanter donc sol, la, fa, mi, fa. Et voilà ma mélodie. Je vais la chanter. Donc do, mi, fa, sol, fa, ré, fa, sol, la, fa, mi, fa. Voilà comment un chanteur de la Renaissance l'aurait chanté. Et je fais avec le cantus firmus au ténor. Je vais mettre moins fort cette fois-ci. Ut, ré, fa, mi, fa, sol, fa. J'ai raté la cadence. Fa, sol, fa. Et voilà pour mon contrepoint. Je vous réinvite à vous abonner, à mettre un pouce vers le haut, à commenter, à rejoindre le canal Telegram. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Au revoir.